Vous pensez vraiment que Tsukishiro a tout donné sur cette plage pour expulser Ayano Koji? Que c'était une vraie tentative, viscérale et désespérée, pour le virer définitivement de l'école? Bof, en vrai. Si vous avez regardé la séquence au premier degré, vous êtes totalement tombé dans le panneau. Il y a un détail. Juste une petite phrase et une attitude dès le début de leur face, à face, qui prouve que tout ce combat était potentiellement un immense coup de bluff de la part de la White Room. On va pas s'attarder aujourd'hui sur le fait que Ayano Koji sait se battre, ça. Bah, tout le monde le sait depuis Ryuen. Non. On va parler de la raison pour laquelle cet affrontement final n'aurait jamais, au grand jamais, dû se dérouler comme ça. Mais juste, remettons-nous dans l'ambiance 2 secondes. Ce dernier épisode de l'examen sur l'île déserte, c'était d'une tension étouffante. T'as la fatigue extrême des élèves, la forêt, les GPS qui déconnent mystérieusement, le temps qui presse, tout le monde est littéralement à bout de nerfs. Et au milieu de ce chaos total, de cette survie, tu as Ayano Koji. Le mec marche tranquillement vers la zone I2, au bord de l'océan, sachant très bien qu'il marche droit dans un putain de piège tendu par le boss du lycée en personne. C'est plus un simple test scolaire là, c'est l'apogée d'une chasse à l'homme psychologique qui nous tient en haleine depuis le début de la saison. L'atmosphère te prend vraiment à la gorge, et la réalisation a fait un taf monstre pour te faire ressentir l'urgence de ce rendez-vous. Bon, les gars, installez-vous bien, prenez un truc à boire, on va débriefer ce 16e et dernier épisode ensemble. Aujourd'hui, on va décortiquer les vraies intentions de Tsukishiro. On va s'arrêter sur l'anomalie totale qu'est Ichika, et surtout, essayer de capter d'où sort cette foutue blessure. On va évidemment analyser la masterclass absolue de notre GOAT sur le sable, et on parlera aussi de cette bombe nucléaire balancée à la toute fin de l'épisode qui a dû faire hurler tout le monde devant son écran. Allez, c'est parti. Bon, avant même d'arriver au climax sur le sable, faut qu'on parle de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt, de la psychopathe dans la forêt, Amasawa Ichika. Franchement, quand Suzune et Ibuki finissent par la combattre, l'image est folle. Bon, on va pas se mentir, voir Suzune et Ibuki faire équipe, synchroniser leurs attaques alors qu'elles passent leur temps à se cracher à la gueule, c'est super beau pour le scénario. C'est l'évolution des personnages, on adore. Mais remettons les choses dans leur contexte 2 secondes. Face à une Ichika à 100%, elles se font soulever en 2 secondes chrono. Il y a même pas de débat à avoir, c'est le jour et la nuit en termes de niveau. Pourtant, certains ont regardé la scène en se disant « Ah ouais, Suzune a eu un vrai power-up, elle gère, bof ». En vrai, c'est pas vraiment ça. Parce que la véritable dinguerie de cette séquence, ce n'est pas la force de notre duo. C'est le fait qu'Ichika tenait à peine debout. À un moment, elle se laisse tomber au sol, et là c'est le choc visuel. Son t-shirt se soulève et nous dévoile une blessure absolument monstrueuse au ventre. Une ecchymose noire, violacée, gigantesque. Et là tu es obligé de te poser la question. Comment une GOAT absolue de la White Room, un pur génie du combat, censé être intouchable pour des lycéens normaux, se retrouve dans un état pareil avant même que le vrai combat ne commence? Un élève de l'île lui aurait fait ça? C'est factuellement impossible. Non, la seule explication logique, et ceux qui suivent bien l'œuvre l'ont compris direct, c'est qu'elle a été lynchée par son propre camp, par Shiba ou Tsukishiro. Pourquoi? Parce qu'elle a désobéi, parce que dans son esprit complètement tordu, elle refuse qu'Ayano Koji se fasse expulser, et c'est là que la scène devient terrifiante. La meuf a les organes en compote, elle perd des litres de sang, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle sourit. Elle garde ce petit rictus arrogant et supérieur. Elle enchaîne les esquives, elle joue à chat avec Suzune et Ibuki tout en crachant ses poumons. C'est un délire! Vous vous rendez compte du monstre que c'est? Même à 10% de ses capacités, elle joue avec elle. Et psychologiquement, c'est fascinant, elle n'est pas juste là pour se battre. Elle idolâtre Ayano Koji. C'est le chef-d'œuvre de la White Room. En affrontant Suzune, elle voulait la tester. Elle voulait voir de ses propres yeux si cette fille, pour qui Ayano Koji semble accorder un minimum d'importance, méritait vraiment de se tenir à ses côtés. C'est d'une dévotion malsaine, toxique, mais qui donne une épaisseur incroyable à son personnage. Elle encaisse la douleur physique la plus extrême juste pour être sûre que son dieu est bien entouré. Alors oui, Suzune et Ibuki finissent par passer, mais ne vous y trompez pas, elles n'ont pas vaincu Amasawa Ichika. C'est Ichika qui, voyant leur détermination complètement folle et surtout que c'était fini à ce moment, a décidé que c'était plus nécessaire de les retenir plus longtemps. On y est les gars, le climax absolu, le moment qu'on attendait tous depuis le début de la saison. On quitte la forêt pour arriver sur cette putain de plage, Zone 2. Le contraste est dingue. Le paysage est magnifique, le bruit des vagues est super apaisant, mais la tension, mon dieu, la tension est à son paroxysme. Ayano Koji débarque, et face à lui, Tsukishiro, le directeur par intérim, et Shiba, le prof principal de la classe 1D. Un putain de Deven. Et attention, on ne parle pas de 2 lycéens qui se battent pour des points de classe. On parle de 2 adultes surentraînés, des tueurs froids affiliés à la White Room. Quand tu vois ça, tu te dis forcément que notre prodige va enfin transpirer, qu'il va être acculé. Bof, en vrai, c'est pas vraiment ça. Dès que le combat s'engage, c'est une masterclass d'animation et de mise en scène. Shiba attaque en premier avec une lourdeur et une précision de malade, Tsukishiro enchaîne pour fermer les angles, et au milieu, Taki Otaka. Le mec te sort des esquives au millimètre près, la chorégraphie est folle, chaque coup pareil résonne avec un impact de dingue, et il garde cette même putain d'expression de poisson mort. C'est ça qui me fume le plus. Il est en train d'affronter 2 monstres qui veulent détruire sa vie, et son visage ne bouge pas d'1 millimètre. Pas une goutte de sueur de panique, pas un rictus d'effort, rien, vide. Il analyse, il calcule les trajectoires, les appuie dans le sable, et il contre-attaque. Il ne sait que, gagner en fin de compte. Ça en devient presque terrifiant. Tu ressens vraiment que ce mec n'est pas humain,
c'est l'arme absolue de la White Room. Le réalisateur a fait un taf de malade sur le sound design. On n'entend presque plus de musique à un moment, juste le bruit sourd des coups et le ressac des vagues. C'est hyper immersif. Et c'est là qu'on arrive au vrai point de rupture de la scène. La controverse, le truc où je suis sûr que 90% des gens ont raté le sous-texte. À la fin de l'échange, Ayano Koji prend le dessus. Tsukishiro se retrouve au sol. Et là, coup de théâtre. Tsukishiro sort un putain de taser et feinte une dernière attaque sournoise. Sur le moment, tu te dis « Ah, l'ordure, il voulait vraiment le fumer jusqu'au bout, il a sorti l'arme de lâche. » Mais posez-vous 5 minutes et réfléchissez. Les gars, on parle du directeur par intérim, un mec qui a les moyens de trafiquer toute l'île, les montres GPS, de mobiliser des navires. S'il voulait vraiment éliminer Ayano Koji avec 100% de certitude, pourquoi engager un combat au corps, corps loyal sur une plage? Pourquoi ne pas l'avoir fait abattre à distance ou piéger sans aucune échappatoire possible? Parce que c'était pas une simple tentative d'expulsion, c'était une évaluation. Regardez bien les yeux de Tsukishiro quand il est au sol et qu'Ayano Koji bloque son attaque au taser avec une facilité déconcertante. Il n'a pas le regard d'un homme frustré ou terrifié de perdre son poste. Il sourit presque. Il a l'air satisfait. Tsukishiro voulait voir de ses propres yeux le chef-d'œuvre de la White Room. Il voulait jauger si l'obsession du père d'Ayano Koji était justifiée. En sortant ce taser de manière aussi prévisible à la fin, il donnait à Kiyotaka une dernière occasion de prouver sa vigilance absolue. C'était un test les gars, un passage de flambeau toxique. Quand le prof Mashima arrive avec la meuf de la classe A pour interrompre le tout, merci l'intervention extérieure au passage, Tsukishiro ne panique pas. Il se relève, lisse son costard, lâche ses dernières paroles énigmatiques et s'en va. La scène se termine non pas sur une victoire explosive d'Ayano Koji, mais sur une domination froide et psychologique. Il a gagné, oui, mais on a le sentiment amer que Tsukishiro a eu exactement ce qu'il était venu chercher sur cette plage. Bon, après cette dinguerie psychologique sur la plage, la pression redescend d'un coup sec. L'examen de l'île déserte est enfin terminé. Les élèves sont rapatriés sur le navire de croisière, tout le monde est en PLS total, épuisé. On s'attendait à ce que l'annonce des résultats officiels soit juste une petite formalité, genre « Ok, telle alliance a gagné, passons à la suite ». Bof. En vrai, l'annonce du classement a lâché la plus grosse bombe statistique de tout l'anime. Oubliez Ayano Koji 2 minutes. Faut qu'on parle du vrai monstre de cette épreuve, de l'anomalie absolue du lycée, Rokusuke Koenji. Quand le classement final s'affiche, regardez bien les scores. En 3ème position, on a le groupe de notre reine Sakayanagi avec 261 points. C'est du super solide, de la grande stratégie comme on en a l'habitude avec elle. En 2ème position, le groupe de Nagumo, le président du BDE, avec une armée entière de 3e année à ses ordres, qui culmine à 325 points. Honnêtement, quand tu vois la force de frappe tactique et le réseau de Nagumo, tu te dis que c'est factuellement impossible d'aller chercher plus haut. C'était plié d'avance. Et là, la première place tombe. Koenji, tout seul. 0 coéquipier, 0 alliance. Juste lui, ses muscles, son brushing parfait et son ego surdimensionné. Il prend la première place de l'examen le plus dur de l'école, devant des armées entières. Bon, on va pas se mentir, c'est juste un extraterrestre. Le type a traversé l'île en sprintant comme un sanglier sous stéroïdes pendant 2 semaines. Il a terrassé toutes les épreuves physiques de tir à la corde et compagnie. Il a géré sa bouffe. Enfin bref, le mec n'a aucun sens. Et je sais que ça va faire grincer des dents, ça soulève une vraie controverse. Vous pensez vraiment qu'Ayano Koji, même s'il ne se cachait pas et se donnait à 100%, aurait pu accumuler autant de points tout seul en pure force brute sur 14 jours? Je sais que les fanboys de Kiyotaka vont me hurler dessus dans les commentaires, mais sur le plan de l'endurance pure, Koenji a prouvé qu'il était peu, être le seul mec de cette école à pouvoir regarder le prodige de la White Room droit dans les yeux. Mais au-delà du flex, ce qui est hyper intéressant, ce sont les conséquences directes de ce classement. Rappelez-vous l'accord que Koenji avait passé avec Suzune. S'il finissait premier de cet examen, il obtenait l'immunité totale. Ça veut dire qu'il n'aura plus jamais à lever le petit doigt pour aider la classe jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Le mec a littéralement acheté sa liberté absolue. Il s'est baladé, a pris la couronne et a dit « Ciao les nazes, démerdez-vous ». De l'autre côté, l'équilibre des pouvoirs du lycée est totalement fracturé. Nagumo a échoué à prendre la première place, et pour un mégalo de son espèce, c'est une humiliation silencieuse terrible. Son ego est salement touché. Et pour Ayano Koji, oui, il a survécu à la purge organisée par Tsukishiro, mais à quel prix pour sa vie tranquille? Sa couverture est complètement fissurée. Il a dû montrer ses capacités de combat devant un prof, Nagumo a les yeux braqués sur lui, et de plus en plus d'élèves sentent qu'il y a un énorme problème avec ce mec soi-disant moyen de la classe D. Il a voulu jouer la carte de la discrétion, mais c'est définitivement cramé. Mais bon, tout ça, toute cette tension et ces résultats de malade, c'était avant la vraie claque de l'épisode, le vrai banger. Les gars, est-ce qu'on peut parler de cette annonce nucléaire juste après l'ending? Franchement, quand l'épisode s'est terminé, je m'attendais à ce qu'on nous lâche dans la nature. Avec Koteux, on a tellement l'habitude du vide intersidéral entre 2 saisons, je me préparais déjà psychologiquement à attendre 3 piges pour avoir une miette d'infos sur la suite. Mais bof. En vrai, le studio a juste décidé de casser internet. Bam! L'écran de fin apparaît et nous lâche un majestueux 5 season en production. Une saison 5 déjà confirmée. Les gars, je sais pas vous, mais moi j'ai littéralement hurlé devant mon écran. Avoir une confirmation aussi rapide, juste dans la foulée du climax de l'arc de l'île, c'est du jamais vu. Ça prouve que la franchise tourne à plein régime et que le studio sait pertinemment qu'on est accro. Et croyez-moi,
Pour ceux qui n'ont pas lu le light novel, si vous pensez que cet examen de survie était tendu, la suite de la 2e année va être une dinguerie absolue. Tsukishiro a peu être fait ses valises pour l'instant, mais la guerre psychologique ne fait que commencer. L'ombre de la White Room plane toujours, on a encore des mystères à régler, Nagumo qui a le somme de sa vie après sa 2e place, et surtout un Ayano Koji qui ne peut plus du tout se cacher dans l'ombre. Les masques sont tombés. Bon, je vais m'arrêter là pour pas vous spoiler, on aura très vite l'occasion de décortiquer tout ce qui nous attend dans la prochaine saison avec de vraies vidéos théories. En tout cas, c'était un pur régal de suivre et de débriefer cette saison 4 avec vous. L'animation était au rendez-vous, la tension était folle, bref, une masterclass. On se capte très vite pour la suite, prenez soin de vous, ciao les gars.